Donc pour moi, notre diaspora est une richesse. Parfait. Donc je considère ma diaspora ici comme une famille. Et ce qui fait que bon, j'ai mon numéro de téléphone dans tous les réseaux. Je suis accessible. Direct, hein? Ah oui, par exemple, là, je viens d'arriver au Québec. Vous me recevez, vous m'offrez un espace d'expression qui me permet d'atteindre et mes compatriotes et les Africains. Donc, dans une vision panafricaniste. Et donc, je vous remercie pour ça. Le fondement des conflits que nous avons actuellement au Mali, cela s'accompagne par la rareté des bonnes terres, de l'eau, et donc le peu de terre. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette autre émission consacrée aux élus. Une émission, bien sûr, que vous savez s'appeler Tapis Blanc. Nous avons le plaisir et le privilège de recevoir aujourd'hui une personnalité hautement qualifiée et engagée. Elle est l'ambassadrice du Mali au Canada. Elle est la représentante permanente de l'OACI, entendez par là Organisation de l'Aviation Civile Internationale. Elle a une maîtrise et bien sûr 2 bachelors qu'elle a obtenus au Canada et à New York. Et aujourd'hui, son Excellence, Madame Braoulé, nous fait l'honneur d'être sur notre plateau. Bonjour Madame. Bonjour. Comment ça va? Moi, je vais bien. En ces temps d'hiver, j'imagine que vous avez un peu froid, vu que vous venez d'un pays chaud. Mais écoutez, on a la chance d'avoir 4 saisons au Canada, qui sont toutes belles. Je les redécouvre, hein? Et elles ont toutes leurs particularités et j'aime toutes les 4 saisons. Après avoir écouté vos balades dans le Canada, on sait que vous avez bien aimé vous trouver au Saskatchewan et que vous trouviez chez vous, peut-être parce qu'il faisait un peu plus chaud là-bas. Mais c'est surtout l'accueil chaleureux et donc la chaleur des personnes que j'ai rencontrées. Et c'est une province rurale, d'agriculteurs, donc d'hommes réels. Et j'ai beaucoup aimé mon séjour. Je pense que j'ai séjourné 2 fois en Saskatchewan. Ok, vous nous rendez, nous les Québécois, jaloux. On espère qu'on va vous donner autant de chaleur pour que vous reveniez par ici. Mais j'espère bien, je découvre, c'est mon premier voyage au Québec. Et déjà votre accueil, hein, je vous remercie vraiment pour cette invitation qui est ma première activité, je viens juste d'arriver. Et donc c'est vraiment avec un plaisir que je vous rencontre pour pouvoir m'entretenir avec vous. Donc, ma question préliminaire serait tout d'abord de savoir comment vous vous retrouvez, Madame l'ambassadrice bien sûr du Mali au Canada, et ceci depuis janvier 2020. Février 2020. Comment est-ce que vous vous retrouvez à ce point-là? C'est quoi votre parcours? Un parcours de terrain. Je viens du monde de la société civile d'abord. Donc ONG, protection de l'enfance, agriculture, beaucoup de missions dans la zone de l'Office du Niger, dans le domaine de l'agriculture, de la culture du riz. Vous savez que le Mali est un pays à vocation agricole par excellence. Nous avons 1 million d'hectares de terres arables et la zone de l'Office du Niger à elle seule était supposée nourrir toute l'Afrique. Toute l'Afrique? Toute l'Afrique, parce que nous avons 1 million d'hectares. Et qu'est-ce qui a empêché ça? Irrigués. Ben écoutez, l'agriculture va avec
la mécanisation de l'agriculture, l'innovation, du savoir-faire. Et donc, aujourd'hui, nos agriculteurs restent quand même pratiquent de l'agriculture avec des méthodes archaïques. Donc, déjà cela. Et ensuite, vous avez la concurrence des autres pays, la compétition. Parce qu'il y a d'autres pays qui ont mécanisé leur agriculture, qui ont donné des subventions à leurs agriculteurs. Donc même quand nous produisons, nous avons nos productions, nous ne sommes pas compétitifs. Même sur nos propres marchés, nous ne sommes pas compétitifs. Et ça pourrait être le bon moment que le Mali puisse vraiment apporter, prendre sa place en tant que leader au niveau des... Absolument, ce sont des opportunités manquées. Ce sont des opportunités manquées. Et comme je vous ai dit, l'agriculture va avec la mécanisation, va avec la formation. Vous savez que pour compenser le manque d'outillage, nous restons dans le système agricole traditionnel où le paysan marie plusieurs femmes pour avoir des enfants. Donc ce sont ces enfants-là qui constituent les bras valides pour compenser le manque de machines, donc pour pouvoir labourer les surfaces, les grandes surfaces agricoles. Absolument. Donc plus d'enfants on a, plus de production on a et plus riche on est. Un problème de technologie. De technologie. Commençons par d'abord la relation bilatérale. Et est-ce que vous, dans vos relations bilatérales entre le Mali et le Canada, est-ce que vous avez pensé à amener bien sûr cet enjeu-là? Les relations, on a connu de meilleurs moments. On a connu de meilleurs moments. Mais ça se passe bien. Nous avons un ambassadeur qui vient d'être nommé au Mali, qui est même arrivé au Mali il y a une semaine. Excellence Simard, qui connaît bien l'Afrique. On lui souhaite une bonne arrivée au Mali. Voilà, qui connaît bien l'Afrique, qui a travaillé à la francophonie dans le domaine de l'entrepreneuriat d'ailleurs. Donc nous sommes contents de la voir. Oui, nous avons, depuis les années 60, nous avons une coopération avec le Canada bilatérale riche. Vous savez que la première intervention dans les années 60, c'était à la suite de la sécheresse. Absolument. Donc la sécurité alimentaire qui devait être assurée par le programme du Canada. Et donc, c'est pour dire aussi que nous avons été les premières victimes du changement climatique depuis ces années-là. Donc, ces années, nous avons eu des années de sécheresse cyclique, 60, 80, 90. Et quand vous voyez ces dates-là, ça correspond également aux conflits intracommunautaires que nous avons eus. Et les fondements des conflits que nous avons actuellement au Mali trouvent leur fondement dans le changement climatique, parce que cela s'accompagne par la rareté des bonnes terres, de l'eau, et donc le peu de terres arables et d'espace qui reste, il y a des conflits autour de ces terres-là, donc qui ont engendré des conflits larvés entre les communautés. Et j'imagine qu'avec le temps passant et la technologie prenant place, il y a l'avenir est souriant. Absolument. L'avenir est souriant parce qu'aujourd'hui, avec l'innovation, la technologie, les savoirs, donc on peut faire ce qu'on appelle les frog labs dans le domaine du développement. Mais il y a un système que j'aime beaucoup au Québec, c'est les cégeps. Moi, je suis amoureuse des cégeps parce que tout simplement, on apprend des métiers et on produit. On produit, on a des entrepreneurs qui créent des petites et moyennes entreprises, donc créent une classe moyenne qui produit, qui transforme et qui vend. Donc qui crée de la richesse sur les chaînes de valeur. Ça, c'est très important. On va trouver, nous, que chez nous, on a tendance à aller dans les universités, à avoir des diplômes, la licence, la maîtrise. Donc on reste très théorique, pas très pratique. Alors qu'avec la formation technique et professionnelle dans différents secteurs, on devient des producteurs, des transformateurs, des créateurs de richesse. Donc ça, c'est très important. Une fois que la richesse est créée sur les chaînes de valeur, il y a une redistribution de cette richesse. Donc on crée une classe moyenne et on lutte contre la pauvreté. Et mieux, c'est que en créant cette richesse,
il y a aussi des entreprises et des populations qui payent des taxes. Donc les collectivités et l'État devient riche. Si on n'a pas ce cercle vertueux de production, création de richesse, création d'emplois, transformation, un État ne peut pas se développer. Donc technologie, formation technique et professionnelle. Évidemment, je ne fais pas fi de l'enseignement supérieur parce que quand même il y a un niveau politique et stratégique auquel il faut travailler et où nous sommes à cette dimension. Avec un MBA, ça te donne des outils pour pouvoir gérer une organisation, qu'elle soit publique ou privée. On est outillé. Ça c'est important pour définir une politique, une vision et mettre en place les instruments et les stratégies pour aller vers un développement harmonieux et sectoriel. Parfait. Croyez-vous, juste une question comme ça, subsidiaire, croyez-vous que l'instabilité politique peut être aussi cause de tous ces aléas-là? Mais c'est parce qu'il n'y a pas ça en amont qu'on arrive aux instabilités politiques. Parfait. Vous savez que quand les gens ne produisent pas, qu'ils ne transforment pas, qu'ils ne vendent pas, qu'ils ne créent pas de richesse, et au contraire, qu'ils consomment des produits qui ne viennent que de l'extérieur. Imaginez-vous, nous par exemple au Mali, nous sommes producteurs de coton, premier producteur en Afrique, 800 000 tonnes de coton par an, premier producteur en Afrique, on transforme à peine 1% de ce coton. Donc l'ensemble du coton est exporté, c'est-à-dire comme pendant la période de l'esclavage, comme pendant la période de la colonisation, l'ensemble du coton est exporté. On n'a pas d'usine pour faire du fil, pour faire des tissus, pour coudre, pour des habits, pour vendre. Donc sur tous ces métiers que je viens de citer, ce sont la chaîne de valeur peut employer non seulement des Maliens, payer des Maliens, mais tout ça, ça sort. En fait, ça alimente d'autres pays, d'autres industries. Et pire, c'est qu'après, eux, ils produisent des vêtements que nous achetons. Donc le peu d'argent aussi que nous avons sort. Donc on s'appauvrit, parce qu'on enrichit d'autres, mais on s'appauvrit. Donc en s'appauvrissant, on ne répond plus à la demande sociale de nos populations. Et donc ça crée ces instabilités, ces soulèvements. C'est parfait. C'est quoi le quotidien d'une ambassadrice? En fait, c'est quoi vos réalités? C'est quoi vos défis? Le quotidien d'un ambassadeur, c'est de représenter son pays au plus haut niveau. Tous les ambassadeurs que j'ai rencontrés sont fiers d'arborer les couleurs de leur pays. Absolument. Et nous sommes tous attentionnés aux petits soins, ne pas faire d'erreurs, parce que c'est l'image du pays. Et quand tu nous vois représenter nos pays, parler de nos pays, on porte tous nos pays dans nos cœurs. Et donc ça c'est ce que j'ai remarqué pour l'ensemble des ambassadeurs. Et c'est difficile, oui, parce que... les défis, c'est que tu dois rapporter des choses chez toi. Tu n'es pas en villégiature. Donc, si tu viens dans un pays comme le Canada, où c'est un pays magnifique, qui offre énormément d'opportunités et pour nos diasporas ici et pour nos pays, dans tous les secteurs. Donc, le défi, c'est qu'est-ce que je rapporte chez moi et quel benchmarking je fais et quel avantage comparatif il y a dans tel secteur et qu'est-ce que j'amène chez moi. Et je pense que c'est ce qui hante tous les ambassadeurs. Quelquefois on se demande, mais toi qu'est-ce que tu arrives à faire, comment tu fais, quelle est ta stratégie? Donc on échange nos stratégies. Et de plus en plus, en tout cas pas de plus en plus, en tout cas de ce que je sais, c'est que maintenant je vois que beaucoup d'ambassadeurs vont dans les provinces, travaillent dans les provinces, donc travaillent sur le terrain, et ça c'est important. C'est important.
Il y a votre homologue, son Excellence Bafétiki Ouattara, que j'ai échangé avec, qui d'ailleurs était ici, ça fait pas 2 semaines. Et qui est au New Brunswick. Exactement, ça veut dire que vous tournez beaucoup. On tourne. Donc on échange nos stratégies, mais c'est aussi bien parce que c'est le terrain qui commande. Est-ce que c'est un poste stressant? C'est stressant parce qu'en plus on est dans un monde qui change. On est dans un monde du jour au lendemain, il y a des événements qui font qu'il y a des positionnements, il y a des alignements, donc c'est un monde qui change. Donc ça c'est la dimension politique, parce qu'on a plusieurs dimensions dans la diplomatie. On a une dimension politique aujourd'hui qui est très difficile. Mais indépendamment de ça, on a cette diplomatie économique, culturelle, de défense, de sécurité, de paix, climatique, tous les sujets pratiquement. Et c'est ce qui est passionnant. Donc un ambassadeur par exemple, s'il vient du monde du sport, peut axer son intervention sur le développement du sport. S'il vient dans le domaine, donc il va travailler avec la sensibilité qu'il a dans le métier qu'il connaît, ou en tout cas son propre sujet de prédilection. Mais vous personnellement, c'est quoi votre... Moi, c'est la culture. La culture. Fondamentalement la culture. Je pensais que c'était aussi l'entrepreneuriat. La culture, l'entrepreneuriat culturel. Mais pourquoi? La protection, parce que je pense que vous avez aussi, dans votre parcours, donné des cours, vous avez aussi défendu au niveau du droit, hein, c'est bien ça? Oui, les droits humains. Les droits humains. Oui, la culture, pourquoi? Parce que dans la diplomatie, quand on connaît la culture, nos cultures, d'abord du pays d'accueil et du pays du départ, les cultures, plus on connaît nos cultures, là où tu viens, ou là où tu vas, et plus tu apportes ta culture, et plus ta culture est connue, plus tu es accepté et intégré. J'y venais tout à l'heure. Voilà. Donc la culture, c'est des ponts qu'on met entre les pays, même pour pouvoir faire du business ou de l'entrepreneuriat, il faut que l'autre puisse te connaître. C'est vrai. S'il ne te connaît pas, et d'ailleurs quand on fait de l'entrepreneuriat ou du business, on ne vient pas tout de suite pour dire, bon, moi je veux faire du business ou de l'entrepreneuriat avec toi. On t'invite au restaurant pour manger par exemple un mafé ou un plat d'attiqué, ou voilà, déjà ça, et puis on te fait écouter de la musique, on te fait manger ou boire. Et quand ça passe, et déjà on peut introduire des sujets qui sont un peu plus lourds, en fait c'est comme courtiser quelqu'un. D'accord, courtiser. Parlant de culture, parlant de courtiser pour flatter, pour amener l'autre... Pas flatter, courtiser. Courtiser. Flatter parce que si tu dis flatter, quand l'autre sait que tu es en train de le flatter, parce que... il finit par le savoir. De toute manière, il le sait. Il le sait. On sait quand on est flatté. C'est pas ça qu'on cherche. C'est vraiment courtiser. Non, c'est vraiment... Gagner l'intérêt. C'est voir qu'est-ce que tu apportes, qu'est-ce qui intéresse l'autre, qui touche l'autre, sans que ça soit forcé. D'accord, je comprends. Parlant de toucher l'autre sans que ça soit forcé, comment se portent vos relations avec la diaspora malienne quelle est la fréquence que vous visitez les différentes diasporas? Connaissez-vous le nombre de Maliens un tout petit peu? Alors, au maximum, on serait 10 000 Maliens. 10 000 Maliens au Canada. Alors, moi, je viens d'une grande famille. Chez nous, quand on vient d'une grande famille, je viens d'un quartier populaire. Donc, je considère ma diaspora ici comme une famille. Et ce qui fait que, bon, j'ai mon numéro de téléphone dans tous les réseaux. Je suis accessible. Direct, hein? Ah oui, dans tous les réseaux. Et lorsque c'est urgent, même si c'est dimanche, on ouvre notre ambassade pour le Mali, pour les Maliens. On a un service consulaire parce que ce qui tient à cœur aux Maliens, c'est vraiment le service consulaire. On a un service consulaire qu'on a informatisé. Et nos services, quand on les rend, ne dépassent pas 30 à 40 minutes par service dans notre ambassade. Je
prends un exemple tout simple, on va le faire rapidement. Pour faire un passeport malien, ça prend combien de temps? Alors ça dépend. Parce qu'on doit prendre des empreintes, tu dois avoir certains documents. Si tous les documents sont là. Si tous les documents sont là, tout est envoyé au Mali, c'est fait au Mali. Au bout d'un mois, on peut avoir son passeport. Ça, au bout d'un mois, on peut avoir son passeport. C'est très intéressant. Sinon, il y a des méthodes express où au bout d'une semaine, on peut avoir son passeport. Donc, vos relations avec les Maliens, c'est vraiment excellent. Mes relations avec les Maliens sont bonnes. Parlons du patrimoine culturel. Quelles sont les actions que vous posez chaque jour pour rehausser bien sûr l'image du Mali ici au Canada, en valorisant bien sûr le patrimoine, parce qu'on sait que le patrimoine culturel d'une communauté, ça reflète sa vie, ça reflète son histoire, son essence. Donc, quelles sont vos actions? Nous, on a un patrimoine culturel très riche. Les gens pensent que nous ne sommes riches que d'or, et moi je dis que nous sommes riches par notre culture. Et la culture mandingue, malienne, touareg, peul, vraiment vaste. Alors, il y a une initiative que j'ai beaucoup aimée, qu'on a eu à mener au mois de février 2021. Pendant tout le mois de l'histoire du mois des Noirs, nous avons travaillé avec la Maison de la Francophonie d'Ottawa sur une initiative qu'on a appelée « Et si le Mali m'était compté ?» Et si le Mali m'était compté, donc on a fait découvrir le Mali par son histoire, les chants, le théâtre, son patrimoine cinématographique, toutes les dimensions historiques. Et donc, si le Mali m'était compté. Et donc, une initiative que vous appréciez. Voilà, que nous avons eu à mettre en place. Mais au niveau de l'ambassade, on a mis en place une stratégie de diplomatie culturelle qu'on a appelée Maya, repère, créativité. Alors, parce que cette diplomatie s'appuie sur nos repères et nous projette dans un monde de créativité et d'innovation contemporaine. Parfait. On a constaté que l'ONU, les soldats de l'ONU ont quitté précipitamment le Mali. Quelles peuvent être les raisons et quelles peuvent être les conséquences? Mais, les soldats de l'ONU étaient venus pour un mandat. Déjà parce qu'on s'est retrouvé dans une situation d'absence de paix. Ils étaient venus donc pour assurer cette paix et instaurer l'intégralité territoriale du Mali. Donc au bout de 12 ans, 10 ans, 12 ans plus, nous n'avons pas pu obtenir ces résultats. Donc leur mandat n'était pas adapté. Le Mali a demandé le changement du mandat des Nations Unies, mais ça ne s'est pas fait. De l'administration, ça ne s'est pas fait. Et aujourd'hui, ce mandat est appliqué dans d'autres pays avec d'autres moyens d'action pour résoudre les problèmes. Alors, le manque de solutions apportées au problème ont amené donc, le contingent de l'administration à se retirer du. Vous avez une rencontre avec votre diaspora samedi prochain, le 4 novembre. Quel est le message que vous allez leur porter de la part, je pense, j'imagine, du chef de l'État? Et donc, quel est aussi votre message personnel adressé à la diaspora africaine ici? Pour moi, la diaspora est une richesse. Parce que déjà, quand on vient ici, on vient avec des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être. Et ensuite, on en acquiert ici. Et donc, pour moi, c'est une richesse. Nos diasporas travaillent sur tous les paliers de la société canadienne, contribuent au développement du Canada. Et pour moi, ce sont des ressources pour nos pays. Parce que ces savoirs et savoir-faire qu'ils acquièrent ici, ces nouvelles méthodes de travail, de connaissances, de technologie, d'innovation et de mode de gouvernance, donc peuvent être dupliqués chez nous
dans nos pays d'origine. Donc pour moi, notre diaspora est une richesse. Un pays également, c'est de respecter les lois et les normes qui sévissent, qui gèrent ce pays. Absolument. Et je pense que la diaspora africaine le fait correctement. Moi, je travaille beaucoup avec beaucoup de ressortissants africains, qui me soutiennent. Les résultats que j'arrive à engranger ne sont pas du fait de mon seul mérite. Hein. C'est vraiment tout le soutien que j'ai de la diaspora dans les différentes provinces où je pars. Par exemple, là, je viens d'arriver au Québec. Vous me recevez, vous m'offrez un espace d'expression qui me permet d'atteindre et mes compatriotes et les Africains. Donc, dans une vision panafricaniste. Et donc, je vous remercie pour cela. On sent un vent de panafricanisme souffler très fort en Afrique et ça semble être un vent qui est favorable aux jeunes leaders d'aujourd'hui. On aimerait savoir quel est le secret ou la recette secrète du colonel Assimi Goïta et son équipe pour pouvoir réussir là où certains n'ont pas réussi ou là où certains ne réussissent pas aujourd'hui? Déjà, il faut dire que le panafricanisme n'est pas nouveau. Ce n'est pas un mouvement qui est nouveau. Mais là où je pense qu'il est en train de se renouveler au Mali, c'est parce que c'est le moment. C'est le moment. Le besoin était là pour les Maliens et certains Africains pour l'émancipation. Pour l'émancipation réelle. Parce que nous avons eu la décolonisation. Déjà, il faut voir notre histoire. Notre histoire, elle est très compliquée. 450 ans d'esclavage, d'extraction des ressources humaines, des matières premières. L'esclavage remplacé par la colonisation parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. Parce qu'on a toujours besoin de ces mêmes matières premières pour alimenter les industries. Donc, colonisation. Ensuite, on dit décolonisation, mais c'est encore 60 ans d'indépendance, mais toujours la même extraction des matières premières dont on ne peut pas se passer. Et comme je viens de le dire, sans transformation, sans valeur ajoutée, sans création d'emplois pour les nôtres, sans redistribution de richesses, avec une jeunesse qui est aujourd'hui demandeuse, qui a le droit de mieux vivre chez lui, mais qui ne peut pas être pris en charge par les dirigeants, tout simplement parce qu'on n'a pas les ressources. Et qui vont mourir dans la Méditerranée. Et où après on ne devient que des chiffres, et on se pose la question, combien est-ce que qui va prendre, combien telle personne va prendre, on devient des chiffres. Nous sommes des êtres humains. Ce n'est pas parce que nous sommes incapables, c'est parce que quand on regarde ce passif, 450 ans d'esclavage, 60 ans de colonisation, 60 ans d'indépendance, on ne peut pas produire une barre de chocolat chez nous, on ne peut pas tisser, toutes nos matières premières partent. Et chaque fois quand on parle, on dit oui, mais ça va, vous avez un taux de croissance de 5%, alors que nous, on court derrière un taux de croissance de 1% par an. Mais c'est quoi un taux de croissance de 5% quand il n'y a pas de création de richesse et quand il n'y a pas de redistribution de richesse? Pas grand-chose. Et quand ça ne se sent pas dans le plat du Malien. Donc ce sont ces questions qu'aujourd'hui, on se pose les bonnes questions au Mali. On sait qu'il y a beaucoup d'élites. Hein. Là, c'est une question qui vient rapidement, comme ça on devrait déjà finir. Là. On sait qu'il y a beaucoup d'élites dans la diaspora. Qu'est-ce que vous, en tant qu'ambassadrice, votre Excellence, qu'est-ce que vous attendez de la diaspora dans ce mouvement de relance-là? Mais écoutez, que d'abord, parce que je pense que ce que je constate, c'est que chacun travaille de façon cloisonnée. Hein. Je pense qu'il y a des synergies à faire. Les autres pays se sont développés par leur diaspora.
Dans votre message? Mon message, c'est de décloisonner, de communiquer mieux, de s'organiser et d'être une force politique et économique et ici et pour le continent. Ok. Vous avez toujours été une entrepreneur dans l'âme. Vous avez toujours été une femme leader, une femme de tête, une femme focus. Aujourd'hui, quelles pourraient être vos recommandations? Alors, quels selon vous sont les 5 points importants pour un entrepreneur à succès? Parce qu'on sait que vous avez beaucoup géré des choses qui ont bien marché. Qui ont bien marché, c'est assez relatif. Bon, qui ont quand même marché. C'est assez relatif. Vous êtes très humble. Déjà, entreprendre dans quelque chose qu'on aime faire. Ok. Parce que quand on aime faire quelque chose, quand on travaille, on peut travailler 10 heures, on n'a pas l'impression de travailler parce que c'est quelque chose qu'on aime faire. Une fois qu'on a trouvé la chose qu'on aime faire, c'est de chercher la connaissance. Parce qu'il y a des gens qui veulent entreprendre, mais qui sont paresseux, qui ne veulent pas savoir tous les aspects qui sont autour du produit autour duquel ils veulent entreprendre. Et voilà, sur le produit, bon, le business plan, qui nos concurrents, les forces faiblesses, l'analyse du... Bon, je ne vais pas revenir sur tout ça. Mais quand même, il y a tout ça qu'il y a à faire. Et ensuite, il y a approcher des gens qui vont vous aider, qui sont soit dans le secteur. Aujourd'hui, avec le numérique, on a accès à toutes les informations. Ça, c'est un avantage. Alors, il y en a qui me diront, oui, mais nos vieux pères, là, quand ils s'entreprenaient, il n'y avait pas tous ces calculs-là, ils se lançaient du tout de suite, ils arrivaient à lancer leur business. C'est que le monde a changé, il y avait moins de compétition. Maintenant, il y a beaucoup plus de compétition, il faut se diversifier, il faut trouver cette chose qui va faire qu'on sera différent de l'autre, voilà, mais qui répond à un besoin. Voilà. Alors, ma dernière question, est-ce que vous avez des personnes qui vous ont inspiré pendant tout ce grand parcours? Ah oui, il y a ma mère qui m'a beaucoup inspiré. Aminata Dramane Traoré, panafricaniste, active au niveau social dans notre quartier, dans la culture, ministre de la Culture, mais pas seulement, le Santoro, le restaurant qu'on avait en 92, dans lequel j'ai travaillé pendant 20 ans, cet espace culturel où on travaillait dans le culinaire, sur les textiles, la transformation des textiles, et oui, mais pas seulement, il y a Agnès Diarmé, ma tante au Niger, Marie-Angélique Savané au Sénégal, Tantila Laben Barka qui était à l'UNESCO, Aminata Mbengue qui a été ministre de la promotion de la femme au Sénégal, Ndioro Ndiaye, Sophie Bessis, journaliste, Sophie Bessis, et plein d'autres femmes. On préparait les conférences de Beijing au Sénégal. Donc moi je suis une petite de Enda Tiers-Monde du Sénégal, de Jacques Bounikou. Donc j'ai commencé vraiment à travailler dans le domaine avec Emmanuel Dion, Taoufik Ben Abdallah du Tunisie. Donc vraiment c'est un mouvement panafricain. Dambélé, mon tonton Dambélé, Boris Diop. Vraiment c'est vraiment... voilà, et dans le domaine de la musique, Oasis Diop. Voilà, donc vraiment les Touré Kouna, et non, c'était vraiment une plateforme culturelle, intellectuelle, de personnes engagées. Et donc imaginez, pendant que vous avez 8 ans, vous vous aidez parmi toutes ces personnes-là qui se rencontrent, qui ont des débats sur l'état du monde. Alors de 8 ans jusqu'à maintenant là. On dirait que vous étiez prédestiné à ce poste-là, à ce rôle-là. Mais on ne peut pas dire prédestiné. Bon, mais je un peu préparé, inconsciemment. Bon, peut-être.
Peut-être, peut-être, oui. On peut dire ça. Alors, Son Excellence, Madame Raoulé, what's next? Après le poste d'ambassadrice, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Quelles sont vos prochaines étapes? Qu'est-ce que vous souhaiteriez? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Only God knows. Only God knows. Yeah. C'est lui seul. C'est lui seul. Peut-on aller plus loin? Mais écoutez, moi, c'est pas... Plus dirigeante? J'ai pas l'impression que c'est haut, j'ai l'impression que c'est horizontal. J'ai l'impression que c'est juste un parcours. Hein. C'est un parcours. C'est juste un parcours. Voilà, c'est horizontal, okay. C'est plat. Ok. Et je vous dis, en fait, on ne peut prédire de rien. On peut dire quelque chose aujourd'hui, on sort d'ici, et puis le destin, le monde décide autrement. Nous vous souhaitons un ministériel. Ça, c'est notre souhait à nous. Pourquoi pas plus? Et surtout la santé. La santé, la santé et la santé. Absolument. Et là, vous avez touché la chose du doigt. Si vous étiez un repas. J'aime bien la sauce gombo. Oh! Quelle sauce gombo? Parce qu'il y a la sauce gombo du Cameroun, il y a d'autres sauces gombo. Voilà, parce que c'est tellement transversal d'un pays à l'autre. Oui. Et c'est cette diversité que j'aime bien dans la sauce gombo. Ok. Avez-vous déjà mangé de la sauce gombo camerounaise? Non, pas camerounaise. Je pense que vous allez en manger avant de partir. Ah, ça me fera plaisir. On vous invite au restaurant Le Lion Blanc. Le Lion Blanc. C'est un nouveau restaurant qui ouvre. Ok. Vous allez sûrement être l'une des premières personnes à manger la sauce gombo bien faite. Ah, ça me fera plaisir. Alors vous êtes invité. Merci beaucoup. On va arrêter la date. Vous voyez que la culture, c'est les passerelles. Hein. Alors voilà. Et vous connaissez Afrique? Non. Non. Est-ce que vous envoyez de l'argent en Afrique? Ah oui, oui, oui. Alors, on a un partenaire Afrique gratuitement. Ils sont derrière vous. Si jamais vous voulez envoyer de l'argent, vous envoyez de l'argent à travers eux. C'est gratuit. Ah, la FinTech, ça, j'ai fait une conférence sur la FinTech au Mali il y a 2 mois. C'est vraiment important. Super. Et le Canada est très en avance sur la FinTech. Donc, les acteurs de la diaspora africaine qui sont ici, qui s'intéressent à la FinTech, voilà une opportunité pour l'Afrique, le continent africain. Avant de partir, avant de vous laisser partir, Son Excellence, nous souhaiterons vous laisser juste un symbole Diaspora Interaction qui vous sera sûrement un symbole dans votre garde-robe. Ça vous permettra de penser à nous, nos actions pour votre visibilité, le média de la diversité. Tout est écrit, tout est là. Et au moins, que vous puissiez penser à nous où que vous soyez. Merci infiniment pour ce cadeau et pour ce que vous représentez pour la communauté. Vous êtes un média indispensable pour la promotion de l'Afrique, des Africains au Canada, et nous en avons besoin. Votre mot de fin? Merci infiniment pour l'invitation. Je profite pour remercier Ibrahim Premier Sidibé qui a créé ce lien, cette opportunité, qui est un membre de la diaspora malienne africaine très actif. Un de nos membres de Diaspora Interaction, très engagé. Et au Québec, qui suit tout, hein, il est en train de tout. Donc j'espère que je n'ai pas fait trop d'erreurs après. Voilà. Qui est un ami, un frère, qui est un grand soutien, qui fait partie de ces personnes qui m'accompagnent dans les activités de tous les jours. Et je pense que ensemble, tous ensemble, nous sommes les futurs acteurs du continent africain. Merci beaucoup. Nous remercions aussi déjà la direction technique à la régie aujourd'hui, Vincent Tichikou, qui s'assure avec brio, comme d'habitude, que nous ayons des images parfaites. En espérant vous compter avec nous pour la prochaine émission, nous vous souhaitons une excellente soirée, une excellente journée et nous vous disons à très bientôt. Prenez soin de vous. C'était Florent Lial pour Jasmine.
Diaspora Interaction innove dans la ville de Québec avec l'ouverture de son studio web TV moderne et l'installation de ses équipements de dernière génération. À partir de 100 $ seulement, offrez-vous désormais des reportages de qualité, des spots publicitaires de haut niveau, des plateaux TV, des séances photos, la production de vos contenus et même des formations techniques adaptées à vos besoins. Tout cela avec des professionnels engagés et à votre écoute. Vous souhaitez louer du matériel de production, un espace, des studios d'enregistrement avec ou sans technicien? Diaspora Interaction est là pour vous servir. Vous êtes un entrepreneur dynamique, un acteur du secteur culturel et artistique, une personnalité politique qui veut élargir sa base et mieux communiquer? Diaspora Interaction vous attend. Bienvenue chez vous. Contactez-nous au 581-995-9990. Diaspora Interaction, l'inclusion et la diversité en images pro.